On va peut-être donner la parole directement à M. Balosso et puis on posera des questions transversales aux interventions avec le support de la carte après, à moins que vous ayez une question, une remarque, une intervention à faire suite à la présentation qui vient d'être faite. N'hésitez pas, on peut prendre une ou deux questions. Du coup, on va donner la parole à M. Balosso. M. Balosso, vous êtes docteur en médecine et en sciences, professeur à l'université Joseph Fournier. Vous avez réalisé des travaux doctoraux à l'Institut Curie Recherche, au laboratoire de radiobiologie de la Harvard School of Public Health Boston, pardon pour mon accent anglais. Vous coordonnez la thématique radiothérapie expérimentale de l'ESRF dans une équipe devenue INSERM. Vous avez beaucoup travaillé en cancérologie radiothérapie, notamment dans les cancers de l'appareil digestif et plus particulièrement des cancers du pancréas et du côlon rectum. Et vous avez la responsabilité du master français de radioprotection. J'en oublie, vous avez aussi beaucoup publié. Et du coup, vous allez nous parler autour d'une entrée qui est celle-là. Le clinicien-chercheur attend aussi beaucoup de ses patients. Donc on va continuer, je crois, à parler de ce dont vous parlez, ce sur quoi vous avez conclu, l'inclusion du patient, la relation chercheur-patient, la relation recherche-patient, et du coup de comment le clinicien-chercheur a aussi des attentes. Merci beaucoup aux organisateurs d'avoir eu la patience de me solliciter cette année. Voilà, je voudrais lancer quelques idées qui vont, je pense, amener à discuter. Il faudrait que je puisse avoir accès à mes diapositives, s'il vous plaît. Ah, il faut que j'avance avec ça. Eh bien, écoutez, oui, voilà, parfait. Merci beaucoup. Donc, je pense que dans l'évolution actuelle des choses, et elle a été soulignée plusieurs fois au cours de cet après-midi, vous voyez que les patients se rapprochent de plus en plus des cliniciens-chercheurs, et je pense que ce mouvement va se continuer, et que nous avons certainement un long trajet à faire ensemble. Et il faut que vous preniez conscience que nous aussi, chercheurs, on attend énormément des patients qui veulent bien nous rejoindre dans des recherches cliniques. Je ne dis pas se soumettre à une recherche clinique, parce que vous allez voir que les choses ont pas mal évolué dans ce contexte-là. Tout à l'heure, on posait la question de la transgression. Non, je pense qu'il n'est pas du tout nécessaire de transgresser nos règles pour pouvoir avoir une science efficace et innovante. Et je suis extrêmement sensible à la notion de démocratie sanitaire. Je crois qu'il n'y a pas d'un côté des sachants qui sont les médecins et de l'autre côté des patients qui sont ignorants. Et entre les deux se fait, je dirais, un contrat où l'échange des informations est incomplet. Certes, il ne s'agit pas de faire un cours de médecine à chaque patient dans sa salle de consultation, mais la démarche d'un patient vers un essai clinique est de plus en plus une démarche volontaire, une démarche qui n'est pas forcément uniquement liée à l'initiative du patient. En effet, je crois que ça a été une chose très importante, d'ailleurs sans doute apportée par la Ligue contre le cancer dans sa représentation des patients lors de la discussion des plans cancer. Vous savez sans doute que, je ne sais pas si c'est le plan cancer 1, mais c'est peut-être au moins le plan cancer 2, qu'il y a eu une sorte de renversement de la position des patients par rapport aux médecins, et on a dit que dans le domaine au moins du cancer, mais je pense que ça ne se limite absolument pas à ça, les patients sont en droit d'exiger de participer à une recherche clinique. Et on pousse fortement tous les instituts de soins d'augmenter le nombre de patients qu'ils incluent dans des études de recherche clinique. Et ce chiffre, eh bien, on va le voir augmenter d'année en année. Aujourd'hui, en moyenne, en France, il est de l'ordre de à peine 10% dans les centres de lutte contre le cancer, en moyenne. Ça peut aller de 30 à 5. Mais on peut s'attendre à ce qu'un jour, on soit dans des chiffres qui soient de l'ordre de 30%, de 50%, pourquoi pas. La recherche clinique, ce n'est pas que des études randomisées, ça peut être quelque chose de très vaste. Et de cette manière, on se retrouve à être parfois, alors ce n'est pas tellement mon cas parce que je suis plutôt dans des études de phase 3, des études randomisées, mais je pense que dans le cas de mon collègue, M. Cassier, qui est dans des études très précoces, que ce soit le patient qui aille
chercher, qui aille au-devant de l'investigateur et qui lui demande de participer à ces études. Nous, dans des centres, par exemple, où on a moins de recherche précoce, nous envoyons des patients dans des centres où il y a de la recherche précoce pour que ces patients puissent rentrer dans ce type d'études. C'est un élément de décision des comités de concertation pluridisciplinaire lors de la discussion des dossiers des patients. Lorsqu'on arrive face à des maladies évoluées, il n'est pas rare que l'on prenne comme décision faire la énième ligne ou proposer aux patients de rentrer dans une recherche qui sera peut-être dans une autre institution, dans une autre ville. Donc vous voyez que ça suppose quand même de la part du patient une attitude proactive, une attitude volontariste. Et quand ce patient-là arrive dans la salle de consultation du médecin en question, je pense qu'il ne se pose plus trop la question du consentement éclairé. Il y a déjà réfléchi depuis longtemps et il est donc possible que dans une certaine condition, on ait un rapport avec les patients qui soit peut-être plus équilibré et qui parfois fait que le demandeur, c'est le patient. Alors, ce n'est pas encore une règle générale, mais je pense que ce genre de réunion doit aider à ce que cette évolution se fasse dans ce sens et je pense que ça serait une très bonne chose si ça pouvait aller dans ce sens. Alors, pour l'instant, on n'est pas en train de vous demander beaucoup de choses, mais il faut savoir, et vous l'avez vu, je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait évident dans cette réunion, vous avez vu que les étapes que l'on doit franchir pour construire un domaine de recherche clinique qui soit efficace sont nombreuses. C'est un investissement qui est énorme, on y passe énormément de temps, c'est très coûteux. Et donc, quand on crée un protocole de recherche, on essaye d'une part de ne pas trop en demander, parce que plus on en demande, moins on en a, et donc il faut qu'il y ait une réponse aux questions qu'on pose, sinon la recherche n'est pas efficace. Mais néanmoins, on essaye quand même d'aborder la problématique de plusieurs angles. Et pour vous donner un exemple, dans les recherches cliniques concernant des personnes très âgées, il y a énormément d'approches qui concernent leur autonomie, leur capacité à supporter les traitements, leur état général, etc. Donc, on a des recherches qui sont de plus en plus larges, de plus en plus complexes et qui vont essayer de rassembler des données de nature de plus en plus différentes. Et dans cette manière-là, eh bien, on est obligé de demander de plus en plus de choses aux patients. Et c'est là le point important de mon propos. Bien sûr, il y a le consentement éclairé. Alors ce consentement éclairé, ce n'est pas juste porter une signature à la dernière page d'une longue lettre d'information. Il faudrait normalement que le patient ait pris le temps de la lire. Ces lettres, malheureusement, d'information sont de plus en plus longues, de plus en plus complexes, parce que vous savez bien qu'il y a une juridicisation de la médecine et qu'on a tous peur de ne pas avoir parlé de quelque chose qui, si ce se produisait, on pourrait nous le reprocher. Donc malheureusement, les patients qui ne sont pas forcément demandeurs de tout cela ont beaucoup de choses à lire. La caricature de tout à l'heure était tout à fait éloquente en cette matière. Il y a de plus en plus d'utilisation de matériel biologique. Donc on demande aux patients des consentements pour des études génomiques, pour utiliser des imageries, etc. Et puis, et là j'y viens, il y a de plus en plus d'auto-questionnaires. Et ceci va se prolonger dans un temps de plus en plus long. En cancérologie, certes, il y a les études très préliminaires, mais il y a aussi toute la problématique de la toxicité à long terme des traitements. Et vous avez entendu dire tout à l'heure que j'étais radiothérapeute. Dans notre spécialité, on peut avoir des toxicités jusqu'à 15 ans, 20 ans après un traitement. Donc pour nous, suivre un patient, ce n'est pas juste quelques années. Et ce suivi, il manque aujourd'hui. Et si on veut pouvoir demain avoir une meilleure vision sur la toxicité, le rapport efficacité-toxicité-traitement, on a besoin de ces suivis à long terme. Ces suivis, on ne pourra jamais les faire efficacement s'il n'y a pas, de la part des patients, une vraie contribution. Et je vous ai fait une liste à l'après-vert pour vous montrer que ce n'est pas peu de choses. C'est les questionnaires de qualité de vie, c'est des questionnaires de nutrition, de comportement de santé, de performance neuropsychologique, d'autonomie, de consommation médicale, et j'en passe, et des meilleurs. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. Et puis, pour terminer, beaucoup de choses, il faut que le patient qui participe à une étude clinique apprenne à le faire. On parle beaucoup d'éducation thérapeutique dans le cadre de la maîtrise des traitements dans les maladies chroniques. Pour moi, cancérologue, radiothérapeute, une part de l'éducation thérapeutique, je dirais, c'est aussi d'apprendre au patient à être capable d'être un acteur de sa recherche clinique et d'être capable, de la manière la plus appropriée possible, de nous apporter ces informations dont on a besoin, ces datas dont on a besoin. Et il y a un point qui est très important, et vous évoquiez tout à l'heure que la FDA cherche à trouver des moyens qui permettent d'aller plus rapidement à l'application des traitements. Il y a une chose qui se développe de plus en plus, c'est la personnalisation des traitements. Vous avez vu que quand on fait une recherche clinique, on randomise, on crée des groupes humains qui sont identiques ou qui sont comparables. Il y a beaucoup de gens, on parle de centaines, de milliers de patients. On a l'impression qu'on perd de vue la personnalité là-dedans.
il y a une demande très forte que les traitements soient personnalisés. Pour qu'un traitement soit personnalisé, on a besoin d'avoir beaucoup d'informations sur la personne pour comparer ces informations à un énorme corpus de data. C'est le fameux big data dont vous entendez parler. Et pour ça, il faut aussi que les patients soient extrêmement, je dirais, partenaires de cette démarche et soient capables de nous donner toutes ces informations dont on aura besoin aujourd'hui et demain. Donc vous voyez que l'apport des patients dans la recherche clinique est important et on n'avancera pas vers des études plus efficaces, plus importantes, plus rapides sans une vraie participation des patients. Et c'est ça mon propos et je vous remercie de m'avoir écouté.